peut-être un équilibre précaire, instable, mais c'est l'équilibre du moment quand même sur les marchés qui fait que l'Europe est devenue un sweet spot boursier depuis plusieurs mois maintenant. Le rallye européen a commencé le 29 septembre dernier. Ça fait 23 semaines que les actions européennes progressent, surperforment les actions mondiales dans leur ensemble, y compris les actions américaines. Comment est-on arrivé à cet état de fait qui peut surprendre toute une génération d'investisseurs qui n'a connu que la sous-performance des actions européennes, notamment par rapport aux actions américaines, depuis 15 ans. Écoutez à ce sujet les commentaires et l'analyse d'un spécialiste des actions européennes, le responsable des actions européennes d'Inocap Gestion, Sébastien Lemonnier, qui était avec nous en fin de semaine dernière, invité de Smart Bourse. En fait, je pense qu'il faut avoir en tête que depuis 10 ans, l'Europe est délaissée. Et on est toujours négatif pour peut-être des bonnes raisons, des raisons politiques, des raisons d'inflation. Et on n'est jamais très optimiste aussi en Europe. À l'inverse, quand on discute avec les sociétés, ce qui est mon cas depuis maintenant 20 ans, on oublie souvent, et notamment dans les valorisations des sociétés, parce qu'il y a une décote historique sur l'Europe, qu'en Europe, on a des champions internationaux. Pas juste des champions locaux. On a des technologies en Europe, notamment sur les valeurs industrielles, qui sont dupliquées à travers le monde. Et il y a parfois d'ailleurs des OPA en Europe. Et ça, on l'oublie. Alors ça demande beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup de sélection de titres. Mais je pense qu'il y a un tel sentiment et qui a atteint son apogée l'année dernière, parce qu'on était sur une crise qui était encore moi, sur ma 20 ans de carrière, c'était quelque chose de jamais vu. Ouais. Il y a beaucoup de mes concurrents qui, depuis 10 ans, n'ont jamais connu l'inflation. Avant la guerre, finalement, c'était une inflation contrôlée. Et moi, ce que j'ai souvent dit, l'inflation n'est pas un mot négatif. Non. Peut-être ça fait peur à certains investisseurs parce qu'ils n'ont pas connu ça et qu'il y a une partie de la cote qu'on a trop profité. Mais finalement, c'était des choses qui étaient plutôt saines. Et quand on regarde, finalement, fin septembre l'année dernière, tout le monde est noir, tout le monde est black. Personne ne sait s'il y aura la fin de l'Europe. L'électricité. On nous disait, vous allez éteindre la lumière. Exactement. Et c'est terminé. C'était la récession la plus attendue par tout le monde. C'est souvent ce que je dis. Quand mon papa et ma maman sont au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est en général, c'est quand même plutôt bien intégré. Même s'ils s'y intéressent, ils ont quand même, heureusement, beaucoup de choses plus intéressantes à faire. Et on a un sentiment, aujourd'hui, je le vois même avec certains de nos clients ou prospects, les institutionnels, notamment en France, ne sont pas du tout investis sur les petites et moyennes valeurs européennes. Oui. Et alors, ça crée quoi ? Ça crée potentiellement des excès de marché, des opportunités de valorisation, mais on s'en rend compte à la fois sur les derniers résultats qui sont en cours, sur les résultats de 2022, le Q4, et dans les guidance, le drame qu'on nous a annoncé, il n'est pas là. Alors après, la question, c'est à quel point ça ne va pas être bon ou à quel point ça peut être meilleur. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est en tout cas ce qui explique, à mon sens, pourquoi on a cette recovery en Europe. On est aussi en train de se rendre compte, et souvent on l'oublie, que des pays comme l'Allemagne sont quand même des clients ou des relations industrielles très fortes avec la Chine. On a quand même eu un vrai changement de paradigme en Chine. C'est la fin des lockdowns. 80% à peu près de la population a eu le Covid. Il y a des défenses immunitaires collectives. C'est un pays qui ne va pas refermer comme ça. Et c'est une opportunité. C'est un nouveau facteur d'accélération de croissance qu'on n'attendait peut-être pas, en fait. Est-ce que la résilience, effectivement, de l'Europe qu'on a observée jusqu'à présent, est-ce que ça permet de rester optimiste pour la suite ? Ou est-ce que, finalement, ça ne fait que décaler dans le temps un certain nombre de problèmes qui peuvent être inévitables. Quand vous regardez encore une fois la situation des marchés, donc en niveau de prix, on est au top ou quasi au top. En valorisation, ça semble rester encore à peu près correct pour tout le monde, c'est-à-dire pas trop tendu. Quels sont les risques de bonnes surprises qu'on peut avoir encore à ce stade ? Et à l'inverse, il faut réfléchir en négatif. Quels sont les nuages qu'on pourrait éventuellement voir revenir et qui assombriraient peut-être un peu la lecture qu'on a plutôt positive ensemble aujourd'hui ? Alors, il faut déjà être très, très sélectif. Je pense que depuis 2-3 ans, il y a plein de gens qui viennent sur ce plateau et j'imagine qu'ils vous expliquent que c'est un marché compliqué. Moi, j'estime que quand c'est un marché compliqué, c'est un marché extraordinaire pour un stock picker. Et c'est souvent là, d'ailleurs, qu'on voit la différence. Parce que moi, j'estime que si j'ai une valeur ajoutée, c'est pas quand c'est facile. Et quand on a un stock picker, je pense, et c'est aussi des leçons que j'ai apprises sur mes 20 ans d'expérience, il faut être un peu schizophrène. Il faut avoir cette vision à long terme de ces dossiers, une vision à 12 mois,
mais ne pas oublier que le marché a toujours raison. Et les choses peuvent vite s'inverser, et les 3 dernières années l'ont bien montré. Aujourd'hui, je pense qu'on a un environnement où il y a quand même beaucoup d'éléments, notamment sur la structure de coûts des sociétés, qui sont en train de se normaliser. Les prix d'énergie, les taux de fret, c'est beaucoup de choses qui ont impacté beaucoup les marges l'année dernière. Donc je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises. Pareil, en septembre, on parlait beaucoup du risque de hausse des salaires. Ouais. Finalement, moi j'ai fait 3 voyages en septembre parce que justement je me suis dit en Allemagne c'est là où le mal, on va aller là-bas. Les syndicats ont demandé 8% de hausse de salaire à l'époque, quand l'inflation était plutôt à 11-12 à ce moment-là en Allemagne. On sait qu'historiquement ils ont 65-70%, et ce qui est d'ailleurs génial pour les sociétés allemandes, elles ont dealé avec les syndicats, elles ont passé des hausses de salaire de 6% à peu près, c'est quand même bien inférieur à l'inflation, et elles ont déjà loquer des hausses de salaire pour l'année prochaine qui sont autour de 3-4%. Les sociétés ont de la visibilité sur ce sujet-là maintenant. Et ça change tout. Ouais. Et quand, vous l'avez vu, il y a quand même plutôt du pricing power. Il y a beaucoup d'industries qui ont souffert de déflation pendant 10 ans et qui commencent à passer des hausses de prix. C'est plutôt ça, en fait. Et je pense, il ne faut pas être complaisant, qu'aujourd'hui, on a des nouvelles qui sont plutôt rassurantes sur les chiffres d'activité. Mais là aussi, il faut le suivre. Je pense que tant que le marché de l'emploi tient, c'est ça le vrai sujet, plus que l'inflation. Le deuxième sujet, je pense, les bonnes surprises à venir, c'est sur les rentabilités des sociétés. Alors ça ne va pas se voir dès le premier trimestre, parce qu'il y a les effets de base de l'année dernière, mais en revanche, je pense que comme elles ont bien fait le travail, et en Europe, comme on est hypocondriaque, on est assez efficient aujourd'hui en termes d'optimisation de sa structure de coûts. Si on a finalement un levier opérationnel qui n'est pas trop défavorable, on maintient une bonne politique de prix et on a les économies de l'autre côté, je pense qu'on aura des sociétés qui vont délivrer des marges potentiellement positives. Après, il y a des questions, il y a la géopolitique, c'est des choses qui sont très compliquées et que je ne peux pas prédire, mais j'essaie de m'adapter. Le sujet du gaz l'hiver prochain, l'électricité, j'en sais rien aujourd'hui, je ne suis pas plus malin qu'un autre. C'est aussi aux gérants de s'adapter, je pense que c'est ce que je disais, on doit avoir une vision à 3-5 ans sur des dossiers, mais être amoureux de rien, je suis amoureux de ma fille et de ma femme, et c'est tout, et je m'adapte. Qu'est-ce qui guide la logique du stock picker dans un environnement difficile et donc extraordinaire pour vous? Est-ce qu'on participe encore au match habituel? Alors l'an dernier, il fallait quand même être assez défensif et puis à partir de l'automne, il fallait être capable de reprendre du cycle pour jouer la reprise et la reprise des actions européennes. Est-ce qu'on est encore un peu dans cette idée-là? Après, dossier par dossier, bien sûr. Est-ce qu'il y a toujours la question des valorisations? Est-ce que le thème value reste un thème important par rapport à un thème croissance qui a beaucoup souffert l'an dernier? On essaye de naviguer à travers ces thèmes. Je pense très sincèrement, si on est attaché à un seul thème, autant acheter un panier de Goldman Sachs avec peu de frais. C'est pas mon combat. Moi, mon combat, c'est de faire mieux que la gestion passive. Et si en plus j'arrive à faire mieux que d'autres stock pickers, tant mieux. On est très pragmatique chez InnoCap Gestion. On fait, par exemple, à moi tout seul, je fais entre 400 et 400 contacts sociétés en moyenne par an. Mes collègues, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est l'accélération de croissance. Peu importe si c'est une société de croissance, peu importe si c'est une société de décroissance en général, on n'a pas trop envie d'en avoir. Après, il y a la valorisation. Et moi, j'aime bien, en fait, à travers les thèmes, trouver des inefficiences de marché. Aujourd'hui, vous l'avez dit, tout le monde est positionné sur des valeurs défensives. Personne ne croit que finalement les nouvelles rassurantes sont bonnes. Et quand je regarde une fois par mois les portefeuilles avec les reportings de mes concurrents, je me rends compte que ça a assez peu évolué depuis 3-4 ans. Du coup, on a plutôt envie de regarder les sociétés qui sont un peu cycliques, un peu industrielles. Je sais que c'est un gros mot qui hérisse le poil de plein de gens, mais en fait, souvent, quand on met dans les paniers, on ne fait pas de distinction. Aujourd'hui, et c'est une sorte de biais qu'on a aujourd'hui dans le stock picking, ça va être à peu près sur le fonds, notamment que je gère, Quadrige Europe Mid Cap, 35%, 40% de l'exposition. C'est des sociétés cycliques, mais qui ont un biais de croissance structurelle. Pourquoi ? 1, elles sont potentiellement moins cycliques que perçues par le marché. Ouais. Et 2, elles ont une force d'accélération de croissance, potentiellement de gain de part de marché, si elles sont capables d'amener de l'intelligence au service de leurs clients, c'est ce qu'on essaie de chercher. Et après, le travail de valorisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de titres qui ont baissé fortement en 2022, mais c'est des baisses qui sont justifiées par la hausse du capital et qui sont légitimes, en fait. Et quand je regarde ces valeurs-là, on a des rendements de free cash flow qui sont que de 3-4%. Très sincèrement, vu que les taux sont plus les mêmes qu'ils étaient, je trouve pas ça si intéressant. Alors oui, sur 3 ans, c'est pas cher. Mais sur 10 ans, je me pose la question. À l'inverse, j'ai des valeurs qui aujourd'hui sont pénalisées parce qu'elles sont cycliques. Et on n'a pas que des valeurs cycliques, hein, mais elles ont
des aspects de croissance structurelle. Je vais prendre un exemple. Ouais. Une société qui a publié ses résultats il y a peu de temps, qui s'appelle Gestamp, en Espagne. C'est en plus un fournisseur automobile. Donc là, je vous combine la totale. Oui, tout ce qu'on veut pas. C'est l'estampage à chaud des structures métalliques qui font le squelette de la voiture. C'est le seul acteur qui, pendant 10 ans, a investi. On l'a d'ailleurs sanctionné. C'est une société qui dépense historiquement entre 8 et 10% de son chiffre d'affaires en CAPEX. C'est une société qui, historiquement, a surperformé la production automobile. Au dernier trimestre, la croissance du groupe est de 37%. Elle surperforme de moitié, enfin la surperformance vient de moitié de gains de part de marché, de hausse de la pénétration de ses solutions chez ses clients. Alors oui, c'est une valeur qui peut potentiellement être cyclique, et si les choses s'inversent, et c'est par exemple une valeur que j'avais en janvier l'année dernière, et que j'avais coupée dès que la guerre a commencé. En revanche, si l'environnement est normal, et c'est la guidance de la société, il vise sur une croissance aux alentours de 8-10%, un levier sur la rentabilité, un bon free cash flow. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de valorisation, c'est une société qui se traite aujourd'hui sur 7-8% de free cash flow yield, que les gens ne connaissent pas bien. Non. Et il y a cet effet potentiellement de rattrapage. C'est ce qu'on essaye de chercher, en fait. Ouais. Intéressant cette idée que beaucoup de sociétés cycliques dans des secteurs perçus comme très cycliques ont quand même changé de statut, avec des méga tendances quand même qui se mettent en place, électrification, Exactement. automobile, et en plus dans l'automobile, toujours ce phénomène de choc d'offre qui fait que quand vous écoutez les constructeurs et les assembleurs, ils vous disent, mon problème c'est de produire, mon problème c'est de trouver des gars pour produire et de servir les carnets de commandes qui sont pleins. Alors certes, il y a peut-être des commandes qui peuvent s'évaporer des carnets, mais avant que l'évaporation de la demande nous ramène au niveau de la capacité d'offre aujourd'hui, visiblement il y a du chemin à Et c'est parcourir. là où il faut faire un travail très fin d'analyse. Gestamp, ce n'est pas qu'un fournisseur automobile. Oui, il y a l'exposition à la production automobile. Mais derrière, il y a, avec la voiture électrique, une voiture électrique, c'est 25-35% plus lourd qu'une voiture normale. Donc il y a un vrai sujet d'alléger le squelette. C'est ce qu'eux font très bien avec l'estampage à chaud, à contrario de l'estampage à froid. C'est un acteur qui a gagné des parts de marché. Et puis, quand il y a une batterie électrique, finalement, on rajoute une protection. Et donc, c'est un acteur qui augmente son ticket moyen de plus par véhicule. C'est ça, ces moteurs de croissance. Et c'est ça qui nous intéresse, parce qu'aujourd'hui, ça a été considéré, c'est une société, malgré son parcours récent boursier qui est assez bon, même si performance future préjure rien du futur, c'est une société qui se paye encore 8 fois les résultats opérationnels. Sébastien Lemonnier, stock picker et responsable des actions européennes chez InnoCap Gestion, qui était l'un des invités de Smart Bourse en fin de semaine dernière. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.